Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Le format va changer un petit peu. Hello tout le monde. Bon, on a quelques petits problèmes de technique, tout va bien, tout va bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Le format va changer un petit peu, il va être un petit peu plus transversal à partir de maintenant. On va essayer de faire en sorte d'être avec vous pour des lives, discuter un petit peu. En tout cas, c'est toujours la voix de notre bien-aimée Elodie qui va intervenir pour vous donner les différentes informations afférentes à ce qui s'est passé sur le plan scientifique dans les mois et dans les semaines passées. On commence tout de suite avec A pour astronomie, puisque c'est un sujet qui est très très cher à l'Aztèque en général. Elodie, c'est à toi. Je suppose. Bonjour tout le monde. Oui, merci Voilà. Bled. Et oui. Alors, on commence avec notre premier sujet, astronomie. C'est un marronnier dès lors qu'on s'intéresse à l'astronomie. Entre les superlunes, les lunes bleues, rouges, rousses, etc., on ne sait plus où donner de la tête. Le 18 septembre, nous était annoncée une superlune. Une lune nettement plus grosse que d'habitude. Sauf qu'en fait, la différence de taille n'est en fait pas perceptible par nos sens en ce qui concerne la Lune. D'une pleine lune à l'autre, soit 29 jours, il est impossible de réellement comparer à l'œil nu. Pourtant, certains articles jouent parfois la carte du sensationnel en annonçant une énorme lune et un magnifique spectacle. En toute sincérité, des personnes sont persuadées de le constater, influencées par ce qu'elles l'ont lu ou entendu auparavant. S'y ajoute souvent une observation de la Lune, proche de l'horizon, qui donne toujours l'impression que l'astre est plus grand, car on dispose alors de repères comme des reliefs environnants ou des bâtiments. Les photographies prises à l'occasion d'une superlune utilisent cette astuce amplifiée par l'usage de téléobjectifs. Et ce n'est pas tout. Le 18 septembre a eu lieu également une éclipse partielle de lune. Le pic de celle-ci était aux alentours de 4h45. Cela a pu donner à notre satellite naturel une teinte légèrement rougeâtre ou brunâtre, un effet qui fut particulièrement visible pour ceux équipés de jumelles ou de télescopes. Eh bien, un immense merci à Elodie. Visiblement, je crois que vous êtes tous bloqués avec mon visage qui me mange le poing. Immensément désolé. On va essayer de régler le souci. Mais dans l'intervalle, je vous propose de continuer, puisque nous allons enchaîner sur le sujet suivant, ASTEC. Donc le sujet suivant, c'est S pour SVT, puisque c'est ainsi que maintenant on qualifie la biologie. Et nous avons Sacha Sidoric qui va nous parler des résultats très 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 prometteurs en termes d'immunothérapie dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Elodie, on t'écoute. Ou pas. Mais c'est mieux si on t'écoute. Ouais, c'est vraiment là qu'on apprécie de pouvoir faire des vidéos montées, hein. là, on enchaîne les problèmes, c'est une catastrophe. En même temps, c'est une première édition, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est la première fois qu'on essaye de faire en sorte d'avoir une revue de presse avec vous, c'est normal. On chie. Et le micro d'Elodie est coupé. Pourquoi? Après, dans l'absolu, j'ai le texte, hein, je peux vous le lire, bien évidemment. Mais c'est dommage, parce que j'ai quand même une voix beaucoup moins agréable que celle d'Elodie. Eh bien, écoutez, je vais lire ça. Lors du congrès de cancérologie de la Société européenne d'oncologie médicale, l'ESMO, à Barcelone, qui s'est tenu mi-septembre, des chercheurs ont annoncé un nouveau traitement pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Ce nouveau traitement mobilise l'immunothérapie, avec normalement une petite image là, mais je ne sais pas si on pourra la voir, permettant d'améliorer l'espérance de vie de 8% des patientes atteintes de certains cancers localisés avancés. Les détails des effets des traitements restent à déterminer puisque les données n'existent pour l'instant que sur 3 ans. Il n'en demeure pas moins que ce traitement, sans être absolument révolutionnaire, se montre prometteur. Pour le moment, les traitements ne sont ni généralisés ni remboursés par la sécurité sociale, mais
sont pris en charge par les hôpitaux. Les résultats concluants devraient laisser entrevoir une nouvelle généralisation et une prise en charge par la sécurité nationale, par la solidarité nationale. Donc c'est extrêmement positif, on a énormément de choses qui avancent, et la science va bien. Je me sens très seul. Je ne vais pas vous mentir. Alors, on continue, écoutez. On enchaîne sur le sujet suivant, toujours sur S pour SVT. Et le texte me dit « Ah, c'est beau l'automne ». Alors non, ce n'est pas ma saison préférée. Plot twist, c'est ma saison préférée. Contrairement à ce qu'on peut lire dans le twist, c'est toujours ma saison préférée. Mais c'est vrai que le mauvais temps et la fraîcheur sont des excuses pour se blottir sous un plaid avec une bonne soupe de butternut. Mais si l'automne c'est cool, c'est surtout pour ses couleurs. Figurez-vous que si vous êtes déjà demandé pourquoi les feuilles des arbres prennent ces magnifiques teintes jaunes, rouges, écarlates, il y a une raison. La réponse, elle est parfaitement connue. Et l'information revient régulièrement en cette période de l'année. Et c'est le temps de réviser notre chimie. L'anglais André Bruning nous raconte sur son blog que la capacité à absorber les couleurs dépend des lésions convalentes dans les molécules des feuilles. Vous connaissez sans doute la chlorophylle qui donne ces belles couleurs vertes aux feuilles au printemps, mais la plante nécessite beaucoup de lumière et de chaleur pour en produire. Et vous l'avez vu, ce n'est pas vraiment le cas en ce qui concerne la météo au printemps. Alors d'accord, oui, mais d'où viennent ces différentes couleurs? Eh bien, le chimiste nous enseigne que c'est la caroténoïde et la flavonoïde qui présentent en même temps que la chlorophylle ces différentes teintes qui permettent d'obtenir les couleurs rouge, rose, verte, jaune, etc. Plus surprenant encore, certaines plantes produisent des anthocyanines qui peuvent donner des teintes rouges foncées, voire violettes, et les scientifiques peinent encore à déterminer leur rôle. Comme quoi, l'automne est encore une source d'émerveillement sans fin pour les scientifiques et les profanes, et surtout ça permet quand même de faire des bonnes soupes de courges, et ça, franchement, on aime bien. Suis-je toujours seul ? Je suis toujours seul, visiblement. Bon. Alors déjà, tiens, je vais retourner sur le chat pour voir si vous avez des questions. Bonne journée des animaux à toutes et à tous, en particulier aux insectes, mes animaux préférés. Alors, je déteste les insectes, mais soit. En effet, donc là, nous sommes dans une période dans laquelle on essaye de faire un petit peu attention aux différents autres organismes qui font preuve de sentience. La sentience étant, on le rappelle, une forme de conscience de soi-même, le fait d'être capable de réaliser qu'on vit et de comprendre qu'on vit. C'est très très subtil, c'est très très fin, et c'est la limite que la plupart d'entre nous, dans le véganisme, nous plaçons. C'est pour ça qu'il y a énormément de véganes qui consomment des huîtres, des Saint-Jacques, etc. Parce qu'on considère que les Saint-Jacques n'ont pas de sentience. Et à titre personnel, moi qui n'ai pas mangé le moindre morceau de viande depuis 20 ans maintenant, des Saint-Jacques, ça ne me dérange pas d'en manger, dans la mesure où, comme je le disais, on n'a pas de problème de sentience avec les Saint-Jacques. Et j'ai un signal. Allô, allô? Ah ah, on a Elodie qui est de retour, trop bien! Ok, ben je n'entendais plus rien, donc je pense que j'étais partie avec la super lune. Me revoilà, je t'entends de nouveau. Eh bah formidable, alors je suppose qu'on est parti sur les trublions. Avec les Ig Nobel, un sujet par Sacha Sidoric. Et si vous ne savez pas ce que c'est que les Ig Nobel, vraiment, je vous conseille de vous y intéresser. C'est excessivement drôle. Il y a quelques années, je suis allé en Suisse pour assister à des Ig Nobel absolument passionnants. Et entre autres, ce que j'ai découvert, c'est que les bousiers, vous savez, les machins qui poussent leur bouse de merde là, leur gros tas de merde, se dirigent par rapport au soleil. Voilà, très intéressant. Des gens ont passé 4 ans de leur vie sur ce sujet. On respecte. Donc, Elodie, parle-nous un petit peu des Ig Nobel, s'il te plaît. Alors, c'est parti. Eh bien, pour commencer, la blague préférée de Vled. C'est l'histoire du pingouin qui respire par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt.
Voilà, voilà, Vlad est ravi. J'ai bien fait de revenir. On a tous déjà entendu cette blague potache et absurde, et pourtant, eh bien, les Ig Nobel 2024, qui se sont tenus en septembre, ont récompensé des chercheurs japonais qui ont montré que certains mammifères, notamment des souris et des cochons, pouvaient s'oxygéner par voie rectale. Oui, je ne savais pas que je dirais ça un jour dans ma vie, mais voilà. Les Ig Nobel, c'est une série de récompenses scientifiques à des recherches réelles et fructueuses, mais improbables, décalées, absurdes ou loufoques. Précisément, ils couronnent des prouesses qui font rire les gens au premier abord et qui les font ensuite réfléchir. Ces prix ont pour but de rendre hommage à l'originalité et d'honorer l'imagination, ainsi que d'attiser l'intérêt des gens pour la science, la médecine et la technologie. Voilà, donc cette année, outre la respiration par l'anus, une recherche primée a montré que le taux de supercentenaires était supérieur dans les régions à espérance de vie courte et sans acte de naissance fiable. Une autre a étudié la capacité de natation d'une truite morte. Oui, tout à fait. Et enfin, il a été montré qu'une pièce lancée a un peu plus de chances de retomber du côté où elle a été lancée. Voilà, on en apprend tous les jours. Et on enchaîne sur la lettre E pour esprit critique avec un sujet qui, je l'avoue, me laisse pantois, puisqu'il parle du fameux test du marshmallow. Alors, de vous à moi, je ne sais pas quel est ce fameux test du marshmallow, mais en tout cas, visiblement, il est victime de son succès avec la crise de la réplication par Peter Barrett qui nous en parle un petit peu. Alors vas-y Elodie, c'est quoi le test du marshmallow qui est si fameux? Alors, le fameux test du marshmallow est à son tour victime de la crise de la réplication en psychologie. Donc, en 1970, cette étude de Walter Mischel à Stanford est devenue une des idées les plus répandues en psychologie. D'après ces études, plusieurs fois répétées, on pourrait prédire significativement la réussite d'un individu en mesurant sa capacité à différer sa gratification pendant l'errance. Alors, pour faire simple, pour mesurer cette capacité, les scientifiques mettaient un chamallow sur une assiette devant un enfant d'environ 4 ans, en lui indiquant qu'il pouvait soit le manger tout de suite, soit attendre un petit peu pour en avoir un deuxième. Voilà, le test du marshmallow, c'est ça. Des années plus tard, les scientifiques recontactaient ces mêmes personnes pour évaluer plusieurs indicateurs, notamment leur réussite sociale et financière. Et pendant des années, les données semblaient montrer un lien. Pourtant, en 2018, Tyler Watts de l'Université de Columbia et Greg Duncan de l'Université de Californie avaient pu démontrer qu'il n'y avait que très peu de significativité réelle et donc difficile d'établir un lien de causalité. Et comme un coup final, en juillet 2024, Watts et ses acolytes reviennent pour démontrer la non-significativité de ce test du marshmallow pour prédire la réussite. Dans ce cas, pas de fraude scientifique détectée, pas de données fabriquées, juste des analyses statistiques de plus en plus poussées, des méthodes de plus en plus fines et des biais de plus en plus contrôlés par l'approche de l'open science. En utilisant ces outils, la connaissance s'améliore, même si cela vaut parfois dire que des anciens mythes doivent être abandonnés. Donc, bye le test du marshmallow. Et c'est donc cela le fameux test du Eh marshmallow oui, dont je n'avais pas du tout connaissance. Et on enchaîne avec toujours Peter Barrett, qui décidément ce mois-ci a été éminemment actif, qui nous parle des chercheurs qui proposent de recréer de la confiance dans certaines sources médiatiques d'information, ce qui pourrait augmenter les compétences critiques des participants. Qu'est-ce qu'on en a à dire là-dessus, Elodie? eh bien, dans un monde de désinformation, pas facile de distinguer le vrai du faux. Il y a plusieurs méthodes bien étudiées qui peuvent aider à éduquer les populations sur ces phénomènes. Parfois appelées pre-bunking, inoculation, debunking ou fact-checking, ces méthodes ont toutes des effets positifs, plus ou moins grands, mais elles partagent aussi des effets négatifs, l'augmentation du cynisme et d'un scepticisme envers toutes les sources d'information, peu importe leur qualité. Des chercheurs du Digital Democracy Lab à l'Université de Zurich, voulant trouver une solution à ces effets négatifs, ont proposé une intervention qui permettrait d'améliorer le discernement face aux informations tout en améliorant la confiance dans les sources médiatiques traditionnelles. En effet, le problème d'un scepticisme généralisé face à l'information et aux médias, c'est qu'on a tendance, du coup, à remplacer ce qui a pu être une confiance aveugle par notre biais de confirmation. En plus, le narratif
tous corrompus ou encore tous les mêmes n'aide pas à se faire une idée exacte du monde qui nous entoure. Mais alors, comment est-ce qu'on améliore le discernement et notre confiance dans les médias? Tout simplement en exposant les participants de l'étude à des recommandations de type inoculation. Par exemple, je cite: attention à l'utilisation de termes très émotifs dans les titres d'articles. Donc, tout en les exposant ainsi à des recommandations qui améliorent la confiance, comme par exemple, entre guillemets, est-ce que d'autres sources de confiance parlent aussi de ce sujet? Voilà, ces interventions dites mixtes, avec à la fois des suggestions qui améliorent la confiance et le discernement, ont un effet positif sur les deux critères. Être sceptique ne se résume donc pas à être capable de critiquer une source, mais aussi de savoir quand on peut lui faire confiance. Merci Elodie, et nous arrivons à un sujet qui me colle, un somme monumental, parce que je l'ai raté. C'était la semaine dernière dans ma région, et moi j'étais trop occupé avec mon boulot pour m'en occuper. Mais en tout cas, la chasse de G1000 continue. Plusieurs personnes dans la steak ont réussi à choper ces fameux pots Guerlain en bois. On félicite notamment Avistiou qui a réussi à trouver le pot dans sa région. Très 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 fier d'elle. En tout cas, elle sera là pour la nuisette qui aura lieu dans quelques semaines. Si vous pouvez y être, venez. Vous verrez ce fameux pot en bois de crème Guerlain. Toujours est-il que la chasse quantique de G1000 continue, et c'est Sacha Sidoric qui nous en parle. Voilà, moi aussi j'ai le seum parce qu'il n'y avait rien dans ma région, donc je suis triste. Venez à Orléans s'il vous plaît. Donc voilà, chasse quantique. Quantique, quand c'est quantique, la steak est toujours sur le coup. Rappelons de quoi il s'agit. G1000 donc a lancé fin août une grande chasse au trésor dans toute la France, sauf à Orléans, avec à la clé des crèmes quantiques de son invention. Vous avez tous les détails dans sa vidéo et il ne reste que 2 étapes au moment où cette revue de presse sort. Alors pourquoi on vous en parle? Donc comme nous le disait Vlad, justement, parce que la steak a répondu présent pour ce jeu. Avistou a ouvert le bal en récupérant la 2e crème quantique. Oh la chance! Le stratège web est passé à quelques mètres de la 4e. Je crois qu'il ne l'a pas trouvée à cause d'un temps catastrophique, mais bon, en même temps, quelle idée d'habiter dans le Limousin. La Et Creuse, de même la que... Creuse. Il est dans la Creuse, pardon. Enfin bref, il faisait pas beau. Et Ombeline, qui a aussi participé au tournoi de Puissance 4 pour la 5e crème et a pu tester l'élixir GV concocté par Milligramme lui-même. Donc de belles photos et de belles expériences en souvenir, et G1000 en reparlera aussi sur sa chaîne. Donc nous maintenant, de notre côté, on a au moins une crème quantique qu'on peut s'appliquer à distance par résonance pour avoir une peau rajeunie et revitalisée par la force du quantique. Merci. Et nous sommes tout à fait d'accord pour partager ces bienfaits avec vous. Donc venez pour la nuisette. N'hésitez pas à participer au financement participatif que nous avons lancé. Plus nous aurons d'argent, plus nous pourrons permettre à cette nuisette d'être de qualité, notamment en embauchant des interprètes pour qu'elle soit accessible au plus de monde possible, et surtout en permettant de la pérenniser pour que dès l'année prochaine, nous puissions avoir d'autres nuisettes éthiques. Donc n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe. On compte vraiment sur vous parce que sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. Toujours est-il que nous poursuivons avec le sujet suivant, la nuisette éthique. Toujours, nous vous résumons un petit peu comment ça se passe, et c'est Yanis Kiox Vassiliadis qui nous en parle. Elodie, on t'écoute. Oui, tout à fait. Vous l'avez peut-être vu si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. La nuit zététique revient le 1er novembre. Au programme, plusieurs tables rondes sur des sujets que nous n'allons pas tarder à vous révéler. Encore un peu de patience. Et avec des invités qui commencent déjà à se faire connaître, comme par exemple Vincent Flibustier, Henri Brock, Alexis Sédou, Fantine de Fantine et Hippocrate, Stéphanie Devancet et tant d'autres. Voilà, tout ça, ça arrive. Cette année, c'est un peu particulier parce que nous fêtons les 10 ans de la création de la chaîne de la Tronche en Biais. Et c'est avec cette idée que nous avons composé une série de tables rondes pour revenir non seulement sur 10 ans d'esprit critique sur YouTube, mais aussi et surtout s'intéresser au passé, aux changements, etc.
L'événement se fera en public à Nancy, à la MJC Pichon, et il sera évidemment disponible en direct sur YouTube. Si vous voulez nous voir en personne et être sûr d'avoir une place, vous pouvez réserver sur le lien Hello Asso qui est en description. Vous pouvez nous aider à organiser cet événement, comme disait Vled, en participant à son financement. Un lien est disponible en description et vous permettra, si vous avez la possibilité, de contribuer au financement de la nuit zététique. Ça serait une grande aide pour nous. C'est un événement important et les coûts qui vont avec le sont tout autant. Par vos dons, vous nous aidez à organiser cette édition, mais surtout, vous nous permettez de continuer sur nos autres projets. Donc, merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup et nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était la 10e revue de presse. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir l'Aztec, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et abonnez-vous, activez la cloche afin d'être mis au courant des différents événements qui vont arriver par la suite. Et pour toutes les personnes qui le veulent et qui peuvent, évidemment, vous pouvez faire un don sur Hello Asso. On en a parlé, c'est vraiment ça qui nous permet de survivre et qui nous permet de poursuivre les différentes activités de l'Aztec. On se retrouve en novembre pour la prochaine revue de presse et dès la semaine prochaine, c'est moi qui vais démarrer et je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu spécial dans la mesure où ce ne sera pas une grosse vidéo, mais plusieurs petites vidéos. Je vais vous proposer une série de shorts sur les différentes musiques qui ont été composées par Holst sur le thème de l'espace. 7 jours, 7 planètes, vous savez ce qui vous attend. On commencera évidemment par Mars, qui est sans doute le morceau le plus célèbre de l'intégralité de Holst. Donc, soyez au rendez-vous et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!